Et donc maintenant, on va passer la parole à Rémi Ludilla qui va nous parler du castor. Bien, je vous remercie d'abord Bourgogne Nature de m'avoir permis de communiquer à nouveau lors de ces belles rencontres. Donc, je suis ravi d'intervenir juste après cet exposé sur le chamois, parce que vous verrez que les choses vont être un peu croisées, notamment avec les conclusions. C'est effectivement stimulant comme ça. Écoutez, ce matin, je vais avoir une double difficulté pour vous parler. D'abord parce que je suis historien, donc je ne suis pas naturaliste, amateur, dans les deux sens du terme tout de même. Mais néanmoins, il est peut-être un peu présomptueux de ma part d'avoir voulu parler devant des naturalistes et biologistes d'un mammifère. Bon, on verra ce que ça va donner. Ma deuxième difficulté tient finalement à l'horaire. Il m'appartient donc de clore cette matinée à un moment où notre horloge biologique, voire notre estomac, nous invite davantage à l'apéritif. Bon, alors ça va poser un problème parce que j'espère que parler du castor ne va pas susciter chez vous une envie soudaine d'un ragoût de queue de castor, comme le recommandait Guillaume de Durand, un évêque de Mende au XIIIe siècle, ou encore autre plaisir culinaire, pâté de castor, dont s'étaient fait une spécialité, les moines de Villeneuve-les-Avignon, au temps moderne. Vous voyez donc déjà, on aborde un des problèmes qu'a rencontré le castor, qui est assez général chez nous, c'est l'exploitation par l'homme. Et évidemment, l'homme a exploité de façon tout à fait rationnelle et raisonnée, comme d'habitude, cet animal, ce qui a conduit du coup à une double dynamique pour le castor depuis à peu près 1000 ans. Auparavant, les données sont un peu fragmentaires pour pouvoir être affirmatifs. D'abord, un temps de déclin assez prononcé qui conduit le castor au bord de l'extinction, d'où mon sujet. Et ensuite, un temps, et celui-là est peut-être un peu plus exceptionnel, un temps de regain. Je préfère ce terme de regain, en littéraire, à celui de recolonisation ou même de réémergence. Pour moi, regain, effectivement, fait directement référence au très bel ouvrage de Jean Genot, et indique, en élevage notamment, une herbe coupée très rare, c'était le cas pour le castor, et qui reprend vigoureusement. Il me semble que l'image s'applique parfaitement donc à notre petit castor. Aujourd'hui, je vais rapidement vous parler de ces moments de déclin, tout d'abord parce que je pense que c'est assez bien connu, les causes de cette disparition. Je vais également passer assez vite sur cette période de regain. Pourquoi? Parce que cet après-midi, on va avoir un certain nombre d'autres communications sur le castor, et effectivement, elles vont surtout s'attacher à cette période-là. Donc je ne veux pas déflorer ce que les autres communicants vont pouvoir vous présenter. Je vais donc me concentrer sur cette période charnière, ce point de bascule entre le 19e et le 20e siècle, autour des années 1900, qui est déterminant, me semble-t-il, puisque c'est à ce moment-là qu'on passe de cette dynamique quasi inéluctable, qui apparaissait comme telle au contemporain, d'extinction du castor en Europe, à une dynamique finalement de reprise en main, enfin de remontée des effectifs, et donc de regain. Bon. Du coup, ma première question va être celle-ci. Pourquoi le castor ne s'est-il pas éteint? Bon, elle peut paraître très simple, voire simpliste. La réponse peut être évidente. Le castor ne s'est pas éteint parce qu'il continue à exister. Bon, voilà, c'est évident. Pourquoi continue-t-il à exister? Parce que l'homme a arrêté de le détruire. Bon, c'est évident aussi. Et il a arrêté de le détruire parce qu'il s'est mis à le protéger. Bon. Jusque-là, effectivement, il peut sembler que ma question soit un peu naïve. Mais pour moi, c'est là où l'historien peut intervenir. Elle devient intéressante quand on la transforme et quand on se demande comment expliquer le changement d'opinion des hommes à cette charnière du 19e et du 20e siècle qui a permis finalement cette protection et donc qui a empêché l'extinction du castor. On s'intéresse du coup à l'homme en lien avec l'animal et là effectivement je deviens plus légitime. Donc tout d'abord, le castor a connu un temps de déclin pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un animal qui est utilisé par l'homme depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, peut-être sans doute même avant. On a des traces de Gaulois qui consomment aussi du castor. Il est utilisé pour trois raisons: pour la fourrure, pour l'alimentation, j'en ai parlé, mais également pour le castoreum, une substance produite par des glandes anales qui sert au castor notamment à marquer son territoire, mais qui va être utilisé par l'homme en parfumerie pour fixer les parfums et en pharmacie. D'où cette image que je vous ai mis à l'écran, ici, cette gravure du castor tirée d'un ouvrage du XVIe siècle, gravure qui est quand même assez exacte, me semble-t-il, pour représenter cet animal. Le problème de cette utilité du castor, c'est que contrairement à d'autres espèces, comme par exemple les oiseaux insectivores,
qui, parce qu'ils consomment des insectes dits ravageurs, ont pu être protégés, protégés mais vivants. Le castor, lui, est utile à l'homme quand il est mort. Donc cette utilité du castor conduit déjà à sa destruction. Le deuxième motif, c'est que le castor est un animal à éliminer. À éliminer pour l'homme, pourquoi? Parce qu'il va gêner l'homme. Donc ce qui gêne, on l'élimine, on vit comme ça beaucoup mieux. Donc il va creuser des terriers, donc on l'accuse de percer des digues, d'étangs ou de fleuves. Il va construire des barrages, je vous ai mis un exemple de barrage en Suède, donc il va inonder des fonds de vallée, ce qui est très gênant pour l'agriculture. Et puis il va manger de l'écorce, consommer, abattre des arbres, et donc il va être pourchassé pour cela. C'est vrai que notre castor est quand même bien mal élevé, il ne sait pas faire la différence entre un saule-marceau et un peuplier de culture, ou comme ici, un pommier planté à 2 mètres d'un cours d'eau. Effectivement, on voit à l'image que le pommier risque de ne pas garder longtemps ce feuillage vert, à mon avis. Et donc, du coup, le castor là va être détruit pour cette raison-là. Il est nuisible, dit nuisible évidemment, donc à détruire. On constate que notre castor n'a pas de chance, parce que qu'il soit utile ou qu'il soit nuisible, de toute façon, on va le détruire. On va le détruire parce qu'à cette époque, la vision dominante, jusqu'au début du XXe siècle, encore de nos jours chez certains, c'est une vision utilitariste de la nature, des rapports entre l'homme et la nature. Cette vision utilitariste postule que les espèces et les milieux n'ont de valeur que dans leur utilité directe et immédiate à l'homme. Donc c'est l'homme qui est au centre de cette nature. Du coup, la conséquence est très simple, le castor va être pourchassé et va se raréfier. J'utilise ici l'ouvrage de Géraldine Véron, enfin un article plutôt, et en 2 cartes, on comprend tout de suite quel est le problème du castor. 12e siècle, il est présent, il y a une répartition quasiment dans toute l'Europe. En 1900, écoutez, il est absent maintenant quasiment toute l'Europe. Il survit dans quelques petites populations très restreintes. En France, il reste quelques dizaines d'individus au maximum, en Camargue et dans le Barreau. Donc effectivement, en 1900, le castor est au bord de l'extinction. Pas simplement de la disparition, mais bien de l'extinction. Et c'est à ce moment-là qu'il va être sauvé, clairement, il va être protégé, et c'est ça qui rend les choses intéressantes pour l'historien. On a un castor que tout le monde, alors, considère comme étant nuisible, même les protecteurs de la nature, et on se met à le protéger. On va protéger un nuisible, ce qui est quand même assez comment dirais-je, exceptionnel, et surtout dans les années 1900. Et donc c'est ça, moi, qui m'a interpellé, et qui a conduit mon étude sur cette histoire du castor. Donc on passe à un temps de protection autour du 19e, 20e siècle, protection qui est une dynamique européenne. Le castor est protégé à partir de 1845 en Norvège de façon partielle, puis de façon générale en 1863. Il va être protégé, ça ne étonnera personne, dans les autres pays scandinaves, donc 1868 en Finlande, 1873 en Suède. Pour ces 2 pays, il est protégé au moment où il disparaît, ce qui est effectivement très efficace. En France, il ne va pas disparaître. Et il ne va pas disparaître et il va être protégé un peu plus tardivement, certes, mais de façon déjà structurelle. Je m'explique. Le castor, finalement, va pouvoir être sauvé grâce à sa rareté. Il n'est plus utile au XIXe siècle en Europe. Il a été remplacé pour cela par son cousin canadien, qui lui-même a été largement persécuté et massacré, mais en tout cas, il est clair que la fourrure du castor, l'alimentation, le castor étant quasiment disparu de chez nous, plus personne l'utilise. Premier élément. Deuxième élément, il n'est plus nuisible, non plus, quasiment plus. Pourquoi? Il n'y a plus de castor, donc il ne peut plus faire de dégâts. Et en plus, les quelques castors survivants se réfugient, arrivent à survivre dans des espaces très loin de l'homme, dans des espaces délaissés, où effectivement les éventuels dégâts qu'ils pourraient causer ne portent plus du tout à conséquence. Donc on a un castor qui va disparaître très largement de la mémoire des hommes occidentaux, et qui du coup va disparaître également, il ne va plus être présent dans les écosystèmes, qui vont donc évoluer sans lui, et du coup ça va laisser le champ libre à une autre vision des rapports entre l'homme et l'animal, entre l'homme et le castor. Cette vision, je vais la développer à propos du cas français. Les naturalistes français vont s'intéresser au castor, d'abord les naturalistes locaux vont s'intéresser au castor. Les premiers cris d'alarme sont celui de Valéry Maillet, qui est un professeur d'agriculture à Montpellier, en 1889, qui arrive à faire voter une motion demandant la protection du castor dans un congrès des sociétés savantes. Il est relayé, suivi par un de ses élèves, Galien Mingot, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Nîmes, et ces 2 personnages vont trouver un relais au niveau national
dans certaines sociétés savantes, et notamment auprès d'un personnage, Louis Magot d'Aubusson, qui va écrire en 1895 un bel article publié dans le bulletin de la Société d'acclimatation. À cette époque-là, Louis Magot d'Aubusson est membre de la Société d'acclimatation. Alors peut-être que Louis Magot d'Aubusson vous dit quelque chose, je ne sais pas. C'est un ornithologue assez important, qui va, du coup, être reconnu par ses pairs, c'est un amateur, c'est un avocat, et il va ici, Magot d'Aubusson, je pense que vous le connaissez, parce que c'est le premier président de la Ligue pour la protection des oiseaux, fondé en 1912. Donc on a quelqu'un qui est sensible à cette question de la protection. Bon. Donc il va faire un plaidoyer à la Société d'acclimatation, également à la Société zoologique de France, pour demander que ses confrères savants, que ces sociétés assez puissantes, obtiennent la protection du castor. Bon. Résultat, rien du tout. Il n'est pas écouté par ses collègues qui finalement considèrent qu'il n'est pas légitime, en cette fin du XIXe siècle, de protéger un animal nuisible, tout simplement. L'homme a vocation à dominer la nature. C'est l'idée partagée. D'accord ? Un animal nuisible, lui, son avenir, c'est la disparition, c'est l'extinction. Ça, c'est la logique naturelle. D'accord ? Qui est largement partagée par tous les savants. Donc, clairement, on ne va pas protéger le castor. Il est là, il gêne l'homme, et c'est normal qu'il disparaisse. Donc, des cris d'alarme, et aucun résultat. Sauf que, 20 ans plus tard, 20 à 30 ans, on a des mesures de protection du castor qui apparaissent. 1909, 3 départements du sud de la France vont adopter une mesure d'interdiction de la destruction du castor. Ils sont rejoints par un quatrième en 1922, la Drôme, et on s'aperçoit que, justement, en 1922, le préfet de la Drôme, qui prend cet arrêté, M. Vatrin, va recevoir aussitôt la médaille d'argent de la Société d'acclimatation, en raison de son action en faveur du castor, pour la protection du castor. Donc on a la Société d'acclimatation, à laquelle j'ai consacré ma thèse, qui, en 1890-95, refuse d'envisager la protection du castor, et qui, 20-25 ans plus tard, récompense ceux qui le protègent. Donc on a, entre les deux, un basculement de l'opinion des naturalistes et de leur société savante. La question, c'est pourquoi ce changement d'opinion? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment expliquer cela? Donc, écoutez, on va revenir aux sources. Un bon historien, deux extraits de Galien Mingot, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je cite: « Je viens encore, après des millions naturalistes, élever ma faible voix en faveur du castor français pour demander que les pouvoirs publics prennent des mesures énergiques afin d'empêcher l'extinction de ce gros rongeur aquatique que l'on peut considérer à juste titre comme une richesse zoologique nationale. » C'est moi qui ai souligné les différents extraits qui me semblent importants. Deuxième extrait: « Par leur vote unanime, les conseils généraux ont répondu au désir de tous ceux qui voyaient avec peine disparaître de notre grand fleuve méridional et de notre faune un mammifère aussi intéressant qu'utile. » On a effectivement là un certain nombre d'éléments qui sont essentiels. Disparaître, extinction, on craint de perdre quelque chose. D'accord ? On craint de perdre quelque chose au niveau zoologique. Utilité, effectivement, mais quelle utilité? On a vu que pour l'homme, l'utilité était un peu particulière. Pourtant, Galien Mingot réutilise ce terme d'utile. Il utilise aussi ce terme de richesse. Finalement, on a à cette époque-là une double mutation des représentations humaines. La première, c'est que la notion d'équilibre naturel arrive parmi les savants naturalistes, se généralise et vient contrer l'utilitarisme. Cette notion d'équilibre naturel indique que toutes les espèces sont utiles dans une nature qui ne s'organise plus exclusivement autour de l'homme. On extrait l'homme de la nature et on dit que la nature sans l'homme est équilibrée. D'accord ? Bon, je caricature un peu la vision des naturalistes, mais c'est ça l'idée. Vous me percevez bien le changement de paradigme par rapport à la vision ancienne. La deuxième avancée importante, c'est qu'on va attribuer pour la première fois à une espèce une valeur patrimoniale dans la lignée du courant de protection des paysages. Et ça, c'est totalement nouveau. Ça sera reproduit en 1912 avec la création de la réserve des Sept-Îles par la LPO sur d'autres espèces, en l'occurrence, le macaremoine, lui aussi qui était menacé d'extinction, enfin de disparition plutôt, en France. Du coup, de nuisible, le castor est devenu un patrimoine, un héritage, pour les naturalistes, mais aussi pour des élites sociales et politiques locales, celles qui prennent ces décisions de protection. Et c'est à ce moment-là, par cette simple mesure de protection, que le castor va pouvoir être sauvé et regagner du territoire. Il regagne du terrain tout simplement d'abord par une expansion naturelle. En 1930, le castor atteint Montélimar. En 1960, il est au sud de Lyon. Donc simplement, on arrête la destruction et l'animal reprend de la vigueur. L'espèce reprend de la vigueur.
Mais là, il va être bloqué par ce nombre d'obstacles humains, et puis il ne peut pas accéder facilement à d'autres bassins fluviaux. Donc on va mettre en place des réintroductions. C'est valable dans toute l'Europe. Je vous ai mis ici les principales dates. On voit que la position française en termes de réintroduction est assez médiane, mais la dynamique est la même partout. L'espèce connaît une forte expansion, et on rejoint ce que disaient les collègues qui sont intervenus juste avant. La notion d'acceptation sociale ici commence à apparaître, et elle est même essentielle. Du coup, voilà, cette expansion, je vous l'ai mis là aussi en deux cartes. Donc on reprend ma carte de 1900, où il y a quasiment plus de castors, et celle en 2000, où on voit que, voilà, clairement, la différence aussi saute aux yeux. Le castor va plutôt bien. Les raisons de cette réussite, elles sont, à mon avis, de deux ordres. D'abord, le castor est un animal qui s'adapte assez bien à des milieux anthropisés. Il a des exigences écologiques assez modestes, donc les milieux même anthropisés lui sont favorables. Mais ensuite, un élément me semble plus important, c'est que justement, il est accepté socialement, son retour est accepté. On accepte ses conséquences négatives, il fait des dégâts, il va limiter les aménagements. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il a des conséquences, son retour a des conséquences positives extrêmement importantes. C'est un gage de naturalité, il permet une augmentation de la biodiversité, et surtout, il connaît une forte valorisation sociale, notamment par le tourisme de nature, qui, bien souvent maintenant, s'appuie sur le castor. On voit ça très bien tout au long de la Loire, et donc il a une image favorable dans le public. Pensez aussi aux histoires du père Castor, si vous avez des enfants, des petits-enfants, c'est des éléments, voilà, très positifs pour l'image de l'animal. Et donc je conclus, l'histoire du castor va rendre visible cet éveil de la protection de la nature depuis le XIXe siècle, et notamment concernant le courant naturaliste, celui qui a diligenté les études. Et puis on a surtout une vision utilitariste qui laisse la place à une vision plus éthique, plus savante, plus patrimoniale, et c'est bien cette vision, ce changement de vision humaine qui va, à mon sens, sauver le castor, bien davantage que les conditions ou les adaptations éco-écologiques. Je terminerai en signalant que cette dynamique n'est pas proprement française, elle est clairement européenne, et malgré quelques décalages temporels, certains considèrent que la France, de ce point de vue-là, est en retard par rapport aux pays scandinaves. Je signalerai quand même qu'en France, le castor n'a jamais disparu. C'est vrai que pour une fois, on a une petite avance par rapport à certains autres pays scandinaves. Elle est tellement rare, c'est tellement peu fréquent que bon, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Le temps des questions, 5 minutes, vous connaissez maintenant. Demandez le micro, il vous sera apporté. Bonjour. Moi j'ai une question entre ce déclin, ce regain de castor en Europe. Qu'est-ce qui se passait pour l'adaptation de l'espèce lorsqu'il a regagné le milieu? Est-ce qu'il y avait des problèmes? C'était plus facile que le castor après un déclin entre la charnière du XXe et du XXe siècle. C'était plus facile que le castor de s'adapter avec les changements de milieu. Je n'ai pas bien entendu votre question, mais c'est sur l'adaptation de l'animal lui-même au nouveau milieu. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, les données historiques, alors moi je ne suis pas un biologiste, donc sur l'éthologie précisément du castor, je ne suis pas très compétent, mais les données historiques quand même nous renseignent sur un certain nombre d'évolutions éthologiques sur des durées assez courtes, quelques centaines d'années. Le castor, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, c'est un animal qui est exclusivement nocturne, d'accord, en Europe. Il ne construit plus de huttes, il ne construit plus de barrages. En fait, clairement, il est le plus discret possible, comme il est classifié par l'homme. On s'aperçoit qu'au cours du XXe siècle, entre 1900 et les années 1960, petit à petit, les castors se mettent à reconstruire des huttes. La première hutte signalée par les naturalistes récemment, c'est en 1960. D'accord ? Auparavant, pas de hutte présente. On le voit reconstruire des barrages. Alors certes, ça peut être lié au fait qu'ils quittent les grands fleuves pour aller sur des cours d'eau plus petits. Effectivement, je vois mal le castor construire un barrage sur la Loire. Il faudrait quand même quelques générations. Bon, ça peut être lié à ces éléments-là. Néanmoins, il me semble qu'il y a une adaptation de l'animal. Il faudrait peut-être creuser davantage sur ce point-là, au nouveau milieu. Bon, finalement, le castor, c'est surtout un besoin de tranquillité. Voilà, il suffit de le laisser tranquille et puis finalement il prospère assez bien. Il faut évidemment qu'il ait de quoi consommer le long des cours d'eau, donc des ripisylves assez fournis. Bon, effectivement,
essayant de ne pas planter des champs de maïs, par exemple, jusqu'au bord des cours d'eau, parce que sinon il en avait du maïs. Voilà. Mais globalement, il n'a pas besoin de grand-chose. Certains ont même vu sur le bassin du Rhône le castor consommer des corps de chêne. Or, pourtant, c'est assez inattendu. C'est des cas exceptionnels. Le micro, ah oui, présentez-vous avant aussi, parce que les rencontres sont enregistrées. Oui, Thierry Lecomte, je pense que l'éradication d'espèces nuisibles peut continuer, notamment sous l'impulsion du ministère de l'Agriculture. Il y a pas tellement longtemps, on a eu un UCAS qui a été lancé contre un insecte qui est ce qu'on appelle le varon. En refusant le dévaronnage, j'ai failli goûter au confort des geôles de la République. Et je vous demande quel est votre regard finalement d'historien sur le caractère un peu schizophrénique de l'État français qui d'un côté prétend protéger la biodiversité à travers un certain nombre d'engagements internationaux et le fait qu'on ait encore des velléités d'éradiquer certaines espèces qui constituent aussi le socle de notre patrimoine naturel. Ma réponse est une réponse historienne. On est sur des permanences. En termes idéologiques, clairement, on a un certain nombre de personnes au ministère de l'agriculture, mais même d'autres ministères, qui sont sur toujours cette vision utilitariste du monde. Le monde, c'est l'œuvre de Dieu pour l'homme. Voilà, je pense qu'on est au ressort des choses. L'homme est au centre du monde, et donc le monde doit s'organiser autour de l'homme. Une espèce est là, elle pose problème à l'homme, parfois et le plus souvent parce que l'homme a fait quelque chose, qui amène cette espèce-là à lui poser problème, et donc l'homme doit agir. Il doit forcément agir. On ne peut pas laisser faire la nature, il faut que l'homme agisse. Et donc, on a une espèce qui nous dérange, et on tue l'espèce. Cet équilibre au milieu, un autre problème se posera, on agira encore, etc. Et on se rend compte que les experts judiciaires en France ne peuvent pas être des naturalistes au titre de naturalistes. L'expert, par exemple, si le juge a une affaire de forêt, il va prendre un expert en foresterie. Si c'est une affaire de faune, ça va être un expert en chasse, ou à la rigueur en pisciculture, même pas en pêche, etc. Et tous les experts sont dénommés en fonction de l'intérêt, notamment financier, que l'homme tire de la nature. Et donc là, on retarde. Vous ne pouvez pas avoir un expert, par exemple, pour défendre un sabot de Vénus ou une plante rare, ça n'existe pas. Donc le juge n'a pas d'expert autre qu'un ancien technicien forestier qui s'est recyclé en expert, par exemple. Non, oui, vraiment. Non. Alors donc, j'ai signalé ça, notamment, Intermédiaire m'avait conseillé de faire poser des questions à l'Assemblée pour faire changer ces choses. Je l'ai fait par un sénateur, puis par un député, qui ont accepté de poser cette question. L'Adréal avait repris la question, elle avait dit qu'elle allait essayer de faire suivre dans le cadre des réformes de la justice, mais pour l'instant, il n'en sort rien. Mais essayez, chacun de votre côté, de faire poser cette question et qu'on obtienne des experts qui soient là au titre de l'équilibre naturel, de la flore, de la faune, et non pas des revenus que l'homme en tire. Oui, c'est la différence entre intérêt privé, que quelqu'un soit lésé, et intérêt public, effectivement, avec une conception différente. Sur cette notion d'utilitariste, tout de même, je rappelle que dès la fin du XIXe siècle, les savants et les naturalistes, il n'y a plus de débat. Clairement, cette distinction entre nuisible et utile, il démontre, et c'est largement partagé dans le milieu naturaliste, qu'elle n'a aucun sens. Donc ça, c'est déjà démontré avant 1900. Bon, sauf que, et là, c'est d'une certaine façon la responsabilité des savants de cette époque-là, ils n'ont pas réussi à proposer un autre vocabulaire. Je pense que ça se situe même de ce niveau-là. Un autre vocabulaire pour penser les espèces et leur impact sur l'homme. Et donc, on a continué à utiliser ces termes de nuisible et utile. Personne n'y croit réellement, mais c'est une facilité. Voilà, c'est une facilité. Il y a des animaux utiles à l'homme, d'autres qui sont nuisibles. Voilà, ça permet de simplifier les choses. On voit bien qui est bon, qui est méchant. On est dans le manichéisme. Et finalement, c'est assez simple et compréhensible par tout un chacun. Donc on reste ce type de notion. Encore une question ? Oui, donc Franck Simonet du groupe Mammalogique Breton. Je voulais nuancer, en tout cas je me pose des questions sur l'acceptation sociale, avec des inquiétudes sur l'avenir en fait. Aujourd'hui, effectivement, le castor est sur des cours d'eau plus petits, construit des barrages, ça crée des inondations de voiries, de parcelles agricoles. Et quand on est dans une région où on voit très bien le lobby agricole, on peut se demander
si à l'avenir on ne risque pas d'avoir une diminution de cette acceptation sociale. Oui, votre question, je la comprends, si vous êtes breton, parce qu'effectivement, la Bretagne est le seul endroit où il y a une réintroduction réussie de castors, mais avec une population qui ne se développe pas. Il y a des castors, mais la population, c'est la seule en France, qui ne se développe pas. Je vais se demander pourquoi. Bon. Effectivement, c'est une vraie question, dans le sens que cette acceptation sociale, elle a une histoire. Et donc, elle varie selon le temps, selon l'époque. Début 19e, début 20e, on sauve une espèce en voie d'extinction qui ne pose pas de problème, aucun problème. D'accord? Le castor est sorti de la mémoire des hommes, il revient, tout le monde voit ça plutôt d'un bon œil. Actuellement, vous avez posé la vraie question, le castor quitte les grands fleuves, va sur les petits cours d'eau, et donc d'une certaine façon se rapproche des hommes, se rapproche des agriculteurs, se rapproche des élus locaux, et on s'aperçoit que depuis 10 à 20 ans, on a une augmentation très importante des tensions et des conflits liés au castor. Pourquoi? Parce il arrive dans votre jardin, il arrive dans votre parc municipal, il fait un barrage. Alors au début c'est très bien, les enfants des écoles viennent le voir, et puis le barrage inonde votre parc municipal. Et là ça va plus du tout. D'accord? Et donc on fait intervenir l'État pour enlever le barrage, il le reconstruit, on l'enlève, il le reconstruit, donc on met un siphon, il bouge le siphon, etc. etc. Et donc les élus locaux, les agriculteurs, maintenant demandent que le CFS intervienne, déplace le castor. Le déplacer, le castor va revenir, ou un autre, bon, etc., etc. Et donc on est dans une logique actuellement où on a une conflictualité qui augmente au niveau local. Mais effectivement sur les petits émissaires, les petits cours d'eau. Donc l'histoire n'est pas finie du castor. Et effectivement, on peut être pessimiste. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une réflexion à mener sur comment arriver à faire accepter le castor, y compris à proximité directe de l'homme. Et là, il y a un vrai enjeu qui se pose. Alors, c'est plus un enjeu d'extinction d'espèces, c'est un enjeu qui concerne sa recolonisation sur, je dirais, l'optimum écologique de sa répartition. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison là-dessus. Il y a une dynamique actuelle et qui interroge cette acceptation sociale. Elle est effectivement très variable. Il y a effectivement, l'histoire n'est pas finie sur le castor, même dans le cadre des 111e journées, puisque cet après-midi, Daniel Sirud me glisse à l'oreille à juste titre qu'il y a une grosse session castor, donc je crois que vous pourrez reprendre le débat et la discussion sur cette espèce. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous bon appétit, bonne continuation, et je redonne le micro à Daniel qui, je crois, a quelques annonces à faire.